Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter de la bataille de Raphia. Hein. On est là en 217 avant notre ère. Hein. Donc, c'est une bataille qui oppose Antiochos III, le roi séleucide, à Ptolémée IV, le roi Lagide, hein, donc le roi d'Égypte ptolémaïque. Donc, on a bien vu qu'on avait quand même bien avancé dans la chronologie. Hein. Donc, certes, il y a eu quelques batailles importantes durant le IIIe siècle, hein, notamment les guerres lors des guerres de Syrie, mais c'est vrai que on peut considérer Raphia comme une des plus grandes batailles de l'époque hellénistique, avec la bataille d'Ipsos. Alors pas tant en termes stratégiques que en termes des effectifs qui sont absolument considérables. Hein. Il faut imaginer, rien que pour vous donner l'échelle, qu'on considère que la phalange lagide, hein, donc vous voyez ici, fait 2 kilomètres de long. Donc c'est assez impressionnant quand on déploie ça dans un wargame, hein, ça peut faire plusieurs mètres de large. Hein. Voilà. Alors, je vais revenir rapidement hein, sur le contexte, on va la faire courte. Donc cette bataille a lieu hein, près de Gaza, hein, donc on est là à la frontière entre l'actuel Israël et l'Égypte, hein, donc à la ville de Rafah, ou Raphia dans l'Antiquité. Et donc elle se déroule hein, pendant la quatrième guerre de Syrie, hein, qui oppose donc les Séleucides et les Lagides hein, pour la possession de la Coëlée-Syrie, hein, ce qu'on appelle la Syrie creuse. En gros, on dirait la Phénicie, donc le Liban actuel, et Israël et Palestine actuelle. Donc les deux rois ont en commun d'être relativement jeunes, ça fait peu d'années qu'ils sont au pouvoir, et Antiochos III, qu'on va appeler plus tard le Grand, hein, qui est donc un des plus grands souverains séleucides, et qui sera vaincu finalement par les Romains, eh bien, a eu déjà fort à faire avec des rébellions internes, notamment un dénommé Molon, et il va ensuite jeter son dévolu sur la Coëlée-Syrie, hein, qui appartient donc au Lagide, hein, sachant que cette région est disputée depuis justement la bataille d'Ipsos en 301. Et donc, Antiochos envahit la Coëlée-Syrie, tandis que dans le même temps, Ptolémée IV donc conserve lui la maîtrise des mers. Hein. On imagine bien évidemment hein, que l'Égypte est une thalassocratie et donc elle possède l'avantage en termes maritimes. Alors Antiochos va rester plusieurs mois dans la région, ce qui va lui permettre d'enrôler de nombreux mercenaires, hein, dont des mercenaires arabes hein, qui lui fournissent un important contingent d'infanterie légère. Alors c'est là où les ministres de Ptolémée vont être astucieux, parce qu'en fait ils vont entamer des négociations avec Antiochos III. Mais en fait c'est des négociations qui servent de leurre, hein, qui vont permettre aux Lagides de préparer une armée considérable et notamment d'entraîner des indigènes égyptiens à se battre dans des phalanges de type macédonienne. Ce qu'on peut voir ici d'ailleurs, on y reviendra. Hein, on va distinguer des colons macédoniens donc qui vivent en Égypte. Hein. Attention, c'est pas des Macédoniens de Macédoine, hein, c'est bien des colons gréco-macédoniens et des indigènes égyptiens qui sont armés à la macédonienne. Hein. Et donc on peut le dire d'emblée, mais voilà, c'est la première fois qu'on a vraiment autant d'indigènes dans l'armée lagide. Et donc voilà, les Lagides ont le temps de monter une immense armée, et Ptolémée profite en fait d'une marche d'Antiochos vers Gaza pour gagner la côte à marche forcée et déployer son armée sur un très large terrain plat, mais ce qui est bien choisi parce qu'il est bordé de dunes hein, et d'escarpements, afin d'éviter un encerclement par la cavalerie séleucide qui est déjà très très réputée. Hein, les cavaliers évidemment perses, mèdes, scythes, etc. Alors, faut voir, c'est déjà, alors les effectifs, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, d'emblée, en tout cas, cette bataille, il faut le dire, est connue, et très bien connue grâce à Polybe. Au livre 75,
donc qui s'intéresse évidemment à Antiochos III, qui plus tard va donc se battre contre les Romains. Donc on a des effectifs très précis, hein, et fiables pour le coup. Alors faut voir, ils sont vraiment considérables, hein. On a du côté Séleucides 62 000 fantassins, hein, dont 20 000 phalangites et 10 000 argyraspides, hein, donc les infanteries d'élite. On a 6 000 cavaliers et 102 éléphants de guerre indiens. Du côté l'Agide, on a 70 000 fantassins, dont 25 000 phalangites, donc je l'ai dit, hein, soit colons macédoniens, soit indigènes égyptiens, 5 000 cavaliers et 73 éléphants de guerre, mais là, ils sont africains. On y reviendra, hein, parce que ce ne sont pas les mêmes espèces d'éléphants, hein, de part et d'autre. À voir aussi, hein, que Ptolémée possède 8000 hoplites grecs, hein, donc ils vont lui fournir un fort contingent d'infanterie lourde. Polybe écrit sans doute par erreur d'ailleurs, hein, que Ptolémée a rangé sa phalange en double profondeur, mais ça paraît peu probable, hein, parce que ça voilà, aurait empêché Ptolémée de déployer son armée sur un large front, ce qui l'aurait rendu évidemment vulnérable aux assauts de la cavalerie. Mais enfin, en tout cas, voilà, on peut considérer que, hein, ce n'est pas en double profondeur. Alors, à voir que le plan d'Antiochos paraît assez simple, voire simpliste. Alors, il faut considérer qu'il s'inspire, hein, d'Alexandre, parce qu'en fait, il veut euh, éliminer Ptolémée. Il veut se ruer vers lui, hein, et l'éliminer. Et en fait, Antiochos, donc qui déploie son armée après Ptolémée, choisit en fait de déployer ses troupes afin d'être opposé à des troupes de même type. L'exception, c'est son escadron royal. Donc, on voit ici, donc l'escadron ici, tout à droite, hein, ici, donc là, ce symbole-là, c'est la cavalerie. Donc, la cavalerie lourde, on dira, hein, c'est le Cid, dans le but de contourner l'aile gauche de Ptolémée, hein, et de foncer sur Ptolémée, qui est en fait au départ, hein, on le voit pas ici, bon, j'aurais peut-être dû l'indiquer, mais qui est au départ en fait rangé avec sa cavalerie, hein. Et donc, bah voilà, le déploiement est relativement traditionnel, hein, la phalange au centre, hein, soutenue sur les ailes par la cavalerie, avec les troupes légères en appoint et les éléphants qu'on peut voir ici, là, forme de losange, on dira, d'octogone. Ou d'hexagone plutôt, pardon. Donc voilà pour le coup. Alors, on remarquera d'ailleurs qu'il y a quand même un point commun, hein, entre les armées. Alors, on peut déjà d'emblée remarquer, je l'ai déjà évoqué, mais quand on parle de phalange macédonienne, ce ne sont pas des Macédoniens de Macédoine, hein, ce sont bien des colons gréco-macédoniens qui sont armés et entraînés à la macédonienne, hein, c'est-à-dire évidemment porteurs de saris, hein, les fameuses lances, hein, de 5 à 6 mètres de long. Donc attention, ce ne sont pas des mercenaires recrutés en Macédoine, hein, c'est bien des colons qui vivent dans des colonies ou dans les cités du royaume séleucide ou du royaume lagide. Sachant, je l'ai dit, que là, Ptolémée IV a le temps de recruter et d'entraîner des indigènes égyptiens. Alors, à voir que c'est ici même, c'est pas indiqué, hein, mais voilà, l'infanterie lourde des argyraspides, hein, les boucliers d'argent, donc qui sont pour la plupart des colons gréco-macédoniens, c'est des troupes d'élite, même s'il n'y a pas forcément de critères ethniques. Alors il y aurait beaucoup à s'interroger, à savoir aussi si dans cette phalange il n'y avait pas non plus des indigènes, hein, syriens ou babyloniens, ce qui est tout à fait possible. Voilà, il y a plusieurs théories, voilà, dans les recherches actuelles. Il n'y aurait pas forcément que des gréco-macédoniens, mais aussi, voilà, des indigènes asiatiques. Enfin, en tout cas, voilà, hein, les Séleucides vont reprendre voilà, le terme d'argyraspide, hein, les boucliers d'argent, qui sont en fait des phalangites, mais d'élite, et un peu plus mobiles, on dira. Donc voilà pour le déploiement. Alors, on voit que les Séleucides ont beaucoup d'infanterie légère, hein, des lanceurs de javelots notamment, donc des Arabes.
On a aussi des habitants de Sissi, de Médie, de Karmanie, donc on dirait plutôt des peuples voilà, iraniens. On a aussi des Kardas, qui en fait est l'ancien nom des euh, Kurdes. Et on a aussi donc des Lydiens, donc ils viennent d'Anatolie. Alors les Séleucides ont l'avantage, on va dire, en termes euh, troupes légères, hein, donc lanceurs de traits, tandis que les Lagides ont l'avantage au niveau de l'infanterie lourde. Hein, on voit donc 8000 Grecs mercenaires hoplites, ainsi que l'infanterie moyenne, hein, ce qu'on appelle des turéophores, hein, donc qui portent des boucliers, parfois même des cottes de mailles, donc gaulois ou thraces. Donc ce sont là, pour le coup, des mercenaires. Et là, tout à droite, c'est la cavalerie légère. Hein, donc les deux cavaleries légères se font face avec, on l'a dit, les éléphants d'Asie du côté séleucide, éléphants d'Afrique côté lagide. Alors, il faut quand même le signaler d'emblée, ce n'est pas la même espèce d'éléphant. Et les éléphants, en fait, ce qu'on pourrait appeler les éléphants d'Afrique, hein, sont des éléphants de forêt qui viennent de Nubie. Hein, c'est pas des éléphants de la savane. Et donc, ils sont plus petits que les éléphants d'Asie et beaucoup moins agressifs. Et il paraît que même qu'au niveau de l'odeur, enfin voilà, les éléphants d'Afrique craignent les éléphants d'Asie. Et d'ailleurs, chez le CID, ils sont rompus au combat d'éléphants. Hein, les éléphants sont protégés hein, par une cuirasse et portent des tours également, hein, sur lesquelles s'installe un cornac hein, et des tirailleurs, hein, jusqu'à 4 tirailleurs, donc lanceurs de javelot, pardon, ou archers. Euh, alors, à voir quand même que, faut le rappeler, euh, que du côté donc en petit bilan, hein, du côté donc de la cavalerie donc des Lagides à gauche, on a donc l'escadron royal, donc la cavalerie lourde, hein, flanqué de Peltast, pardon, donc les lanceurs de javelot libyens, et ici donc la euh, cavalerie lourde hein, également des Lagides, hein, et en face, on l'avait dit, hein, la cavalerie lourde des Séleucides. Donc voilà pour cette première partie. Je vais m'arrêter là pour ensuite attaquer proprement dit le déroulement de la bataille. Je vous dis à tout de suite.